l'AFC, qui servent un peu de relais à l'agresseur rwandais. Alors, que pensez-vous du rôle que doit jouer ou que joue la classe politique congolaise dans la gestion de la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, principalement et particulièrement l'opposition? La classe politique congolaise, dans son ensemble, et pas seulement l'opposition, a un devoir patriotique vis-à-vis de la nation. C'est celui de mettre entre parenthèses les querelles normales qui peuvent exister en son sein entre l'opposition et la majorité, parce que tous font partie de cette classe politique à laquelle vous faites allusion. Il faut mettre cela entre parenthèses et privilégier les intérêts nationaux qui sont aujourd'hui soumis à une menace majeure à partir de cette agression rwandaise. Lorsque la maison brûle, peu importe les conflits qui peuvent exister au sein de la famille, tous se mettent ensemble d'abord pour éteindre l'incendie. Et en l'espèce, j'aime bien une phrase de Deng Xiaoping, l'ancien dirigeant chinois, celui à qui on doit d'ailleurs l'émergence de la Chine aujourd'hui comme hyperpuissance mondiale. Il avait l'habitude de dire « Peu importe la couleur du chat, blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris ». Donc, peu importe l'appartenance d'un politique congolais à l'opposition ou à la majorité, pourvu qu'il ait ce sentiment patriotique qui doit les amener tous à se mettre à la rescousse d'un pays qui est menacé de balkanisation et de disparition. Alors, je vais emprunter vos mots. Vous avez parlé des privilégiés des intérêts internationaux. Les intérêts nationaux. Nationaux, pardon. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être mis en jeu ou en exergue? Certains en ont pris conscience. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration des évêques qui font partie de la classe politico-sociale, on va dire. Hein, les évêques de la Cinco, ceux de l'église du Christ au Congo, qui ont constaté que les efforts qu'ils faisaient en voulant plus ou moins se substituer aux institutions en place sont arrivés plus ou moins à leurs limites et qu'ils tenaient à remettre acquis de droit les conclusions de leurs initiatives, c'est-à-dire au président de la République. Je n'ai pas encore entendu la réponse de Monsieur le Président, mais je pense que c'est déjà une bonne prise de conscience de leur part que la personne physique à laquelle les Congolais ont confié leur sort pendant toutes les 5 années que dure une mandature présidentielle, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un évêque, qu'il soit protestant ou catholique, et que donc tout doit se faire sous sa supervision, si tant est qu'on veut maintenir ce pays dans l'état où son peuple souhaite qu'il soit maintenu. J'ai suivi encore pas plus tard que hier ou avant-hier la déclaration de M. Martin Fayoulou, Nous y reviendrons, oui. qui a apporté sa contribution en disant qu'il souhaitait rencontrer le président Tshisekedi pour pouvoir envisager avec lui les voies et moyens de ramener la paix à laquelle les Congolais ont le droit de s'attendre de la part de leur classe politique. Le président a répondu par son porte-parole positivement. C'est déjà un début dans la bonne direction et j'espère que d'autres vont suivre. Alors, pour avoir été pendant plusieurs années au gouvernement après un passage au RCD, vous devez forcément avoir une maîtrise de la situation sécuritaire de ces pays. Le M23, est-ce que le M23 a été vaincu ou pas? Et pourquoi la rébellion a tendance à s'éterniser? Je peux dire que le M23 a été vaincu en 2013, je crois. Et la résurgence du M23 ne peut avoir qu'une seule signification, à mon avis. Ce serait quoi? La volonté radicale du régime politique au pouvoir au Rwanda depuis 1994 de pouvoir faire de l'expansion vers la République démocratique du Congo, expansion territoriale, et de pouvoir se donner aussi les moyens de vivre sur la bête congolaise,
c'est-à-dire de vivre du pillage et du fruit des rapines qu'il pourrait opérer en République démocratique du Congo. Et donc, que le M23 ait été vaincu en 2013, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, mais qu'aujourd'hui on assiste à cette relance des hostilités sous le label du M23, je dis que c'est le fruit des stratégies rwandaises qui envoient des militaires rwandais avec quelques renégats congolais qui les assistent, mais en réalité c'est une agression militaire rwandaise contre la République démocratique du Congo. Et je suis particulièrement surpris que certains esprits congolais se laissent aller à imaginer que le M23 est une réalité autonome, que c'est une situation congolo-congolaise, alors que nous sommes en face d'une agression militaire caractérisée, reconnue même par les Nations Unies, et je m'étonne qu'il y ait des Congolais pour donner de la consistance au discours de prétexte que le Rwanda multiplie pour essayer de tromper l'opinion, qu'il s'agit d'un problème entre Congolais et que lui, le Rwanda, n'est pas impliqué. Mais s'il n'est pas impliqué, que font les émissaires rwandais à Washington à discuter avec Félix Tshisekedi, si c'est une affaire congolo-congolaise? Alors, vous parlez de l'agression rwandaise, mais en 2013, nous avons eu une armée organisée mener l'opération aux pommes oranges, qui avait pour mission de démanteler le M23, restaurer l'autorité de l'État et assurer la sécurité de la population, et qui a défait les M23 avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Et qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci? Qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci? Alors que le gouvernement a financé, s'il faut dire, a pris en charge ou a mis à la disposition de l'armée de moyens. Je pense qu'il faut revisiter tout le processus de cette victoire contre le M23 pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en 2013, c'est que les conditions de normalisation qui ont été négociées à l'époque, parce que en dépit d'une victoire militaire, on négocie toujours la fin d'un conflit. Et même en 2013, c'était toujours un conflit entre le Rwanda et la RDC. Donc il a fallu que des négociations mettent le gouvernement congolais de l'époque en face du gouvernement rwandais. Et le gouvernement rwandais avait réussi à insérer dans ce dispositif de fin de conflit des éléments qui ont contribué à corrompre profondément le système de défense de la République démocratique du Congo. Donc ces négociations ont eu lieu et ont abouti, c'est ça? Abouti au brassage, abouti au mixage, des opérations qui ont permis à l'armée rwandaise, au service d'intelligence rwandais, d'infiltrer dans le système de défense et le système sécuritaire de la RDC des éléments qui ont contribué à corrompre le système de défense, à l'infiltrer, à l'affaiblir et à la rendre particulièrement fragile relativement à cette nouvelle offensive que le président Kagame et ses extrémistes ont décidé de relancer quelques années plus tard. Selon vous, ce serait le point négatif de ces négociations qu'on voulait? Bien sûr, le brassage et le mixage expliquent pratiquement le contre-performance que notre armée a enregistré au cours de la dernière offensive rwandaise contre notre pays. Qu'est-ce qui aurait été mieux? Le président Tshisekedi l'a lui-même constaté. Il l'a dit. Alors, plusieurs processus de paix sont en cours à ces jours, notamment celui des Doha ou de Washington pour résorber la crise sécuritaire dans l'est du pays. Nous avons également sur les continents la SADC et l'EAC fusionnés avec des facilitateurs désignés. Certains voient ça comme une cacophonie. Quel est votre point de vue à ces sujets? Je ne pense pas que ce soit une cacophonie. Je vois, moi, des actions qui sont complémentaires. Il est illusoire de vouloir ramener la paix dans un pays membre de la SADC sans s'assurer de la coopération de la SADC. Il est illusoire de ramener la paix, de croire ramener la paix dans un pays membre de l'East African Community sans la collaboration de l'East African Community. Nous sommes un pays qui est entouré par 9 pays voisins, certains appartenant à la SADC, d'autres
à l'EAC, d'autres encore à la CEAC, et nous sommes membres de toutes ces 3 organisations régionales. C'est une situation presque unique dans les annales de tous les pays africains, mais nous devons tenir compte de cela, puisque si vous ne parvenez pas à vous assurer de la collaboration, ou du moins de la neutralité bienveillante de tous les pays qui vous entourent, soyez certains que ceux qui font preuve d'une convoitise irrépressible vis-à-vis des richesses congolaises trouveront toujours des complicités en utilisant les territoires de ces pays voisins pour déstabiliser la poule aux œufs d'or, comme ils considèrent la République démocratique du Congo. Donc il est important de s'allier les bonnes volontés de tout le voisinage, mais en même temps de s'assurer de la collaboration de la communauté internationale qui est représentée dans ce processus par les États-Unis, première puissance mondiale en termes économiques, en termes militaires et stratégiques. Alors, pensez-vous que toutes ces options ont la chance de ramener la paix de manière séparée? Mais elles ne sont pas séparées. Je n'ai pas entendu le gouvernement américain se dissocier des processus de Luanda et de Nairobi, que du contraire. Le gouvernement américain a souhaité donner un coup de pouce à ces processus, et je pense que ce coup de pouce sera déterminant dans la mesure où les États-Unis ont les moyens de taper du poing sur la table pour inviter ceux qui réchigneraient à exécuter leurs engagements à le faire. Donc c'est un coup de pouce qu'ils donnent à ce qui a été déjà fait au niveau régional, tant avec la SADC qu'avec l'East African Community et avec les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Mais selon vous, lequel de tous ces processus semble le plus pratique et rationnel? Je suis certain que le processus de Washington, qui met face à face les belligérants du premier cercle, que sont le président de la République démocratique du Congo et le président de l'État agresseur, la République du Rwanda, c'est là que l'essentiel va se décider et tout le reste va suivre. Qu'est-ce qui vous rassure? Mais ils vont assurer pour l'un l'ouverture vis-à-vis de ses compatriotes qui sont manipulés par les stratèges rwandais, et pour l'autre, c'est-à-dire le Rwanda, s'assurer qu'il respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, parce que un partenaire aussi puissant que les États-Unis va jouer un rôle de témoin de bonne foi. Alors, vous semblez être d'avis, c'est-à-dire à soutenir le processus de Washington, et qui va sans doute signer un deal avec la République démocratique du Congo sur l'exploitation des minéraux en RDC et son échange avec la situation sécuritaire. Je ne sais pas s'il faut voir les choses sous cet angle-là. Je pense que nous sommes un État souverain, et comme État souverain, nous avons le droit de faire prospérer des relations mutuellement avantageuses avec n'importe quel État de la planète. Et les États-Unis sont un État suffisamment crédible et avec lequel je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de réaliser des connexions qui soient mutuellement avantageuses. Win-win, comme on dit. Il n'y aurait pas d'antécédents, non. Des antécédents, pourquoi? Si les États-Unis veulent travailler au Congo en respectant la souveraineté de la République démocratique du Congo, nous ne voyons rien qui puisse nous amener à douter de la nécessité de conclure de tels accords avec les États-Unis, comme nous l'avons conclu avec d'autres pays, comme la Chine ou l'Europe occidentale. Alors, la déclaration de principe signée par la République démocratique du Congo et le Rwanda en avril recommande notamment la reconnaissance mutuelle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et la prise en compte de préoccupations sécuritaires. Comment matérialiser cela étant donné que c'est déjà parmi les exigences de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la sécurité en République démocratique du Congo, signé en février 2013, mais le Rwanda ne cesse d'agresser la République démocratique du Congo. Que faut-il finalement faire pour que le Rwanda respecte la souveraineté
de la République démocratique du Congo? Il faut voir en tout cela l'impact et l'influence de ceux que nous pouvons appeler les témoins de bonne foi. Qui est-ce qui garantit ces accords? Vous parlez de l'accord d'Addis Abeba. C'est un accord qui a eu la garantie de l'Union africaine. Que pèse l'Union africaine aujourd'hui dans la communauté internationale? Pas grand-chose. Même pour son fonctionnement, elle a besoin des appuis financiers qui viendraient de l'Union européenne ou des Nations unies, etc. Donc le poids est moindre. Quant au processus de Washington, dans le cadre duquel se situe cet accord de principe dont vous parlez, sa garantie est offerte par les États-Unis d'Amérique, première puissance planétaire. Donc il y a un impact certain qui a une influence beaucoup plus significative que n'aurait eu l'Union africaine sur le Rwanda ou sur tout autre pays de la planète. Je pense que là est la solution. En vous entendant parler, on sait comprendre, on essaie de comprendre que les États-Unis semblent être ces partenaires-là de bonne foi. Mais quelle chance accordez-vous à l'accord de paix qui sera bientôt signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis? Vous y croyez vraiment? Tout dépend. Il n'y a pas à croire ou à ne pas croire. Tout dépend du sérieux que nous, Congolais, mettrons à faire exécuter ces engagements qui ont obtenu la garantie de l'hyperpuissance américaine. Nous ne pouvons pas aller signer des accords et venir nous croiser les bras en espérant que ce sont les Américains qui vont venir nous aider à obliger l'autre partie à respecter ses engagements. Nous devons être suffisamment organisés et là est l'importance de l'unité de tous les Congolais aux côtés de la nation menacée de désintégration. Est-ce que vous croyez au sérieux de la RDC? Mais nous devons favoriser ce sérieux. Le peuple congolais a le devoir de contraindre ceux qui parlent en son nom et ça implique quoi exactement? À respecter les engagements qui favorisent les intérêts nationaux de la République démocratique du Congo ou de sanctionner ceux qui ne montreraient pas suffisamment de volonté à faire respecter ses intérêts nationaux. Alors, parlons de la vie nationale en tant qu'élu du peuple. Quand vous voyez la misère dans laquelle la population congolaise vit, à Kinshasa, à Lodja, au Sankuru, ou partout en République démocratique du Congo, comment réagissez-vous? Quel est votre sentiment? La première chose qu'un homme politique normalement constitué fait face à une situation de crise qui étreint son pays, c'est d'en rechercher les causes. Vous n'allez pas soigner une affection sans savoir d'où elle vient. Ça reviendrait simplement à panser une plaie purulente sans nettoyer le pus avant d'appliquer les pansements. Ça ne résoudrait aucun problème. D'où vient cette misère? Ça vient d'où? Je repose la question. D'où vient cette misère? Mais regardez à l'Est. Comment ne serions-nous pas misérables si nous continuons à faire face depuis 30 ans? Tshisekedi est au pouvoir depuis 6 ans au moins, ou 7 ans. Mais c'est depuis 30 ans que nous sommes agressés par Paul Kagame et son gouvernement. Quel est ce pays qui se tiendrait debout sur ses deux pieds en faisant face à une guerre ininterrompue, incessante? Donc la grande raison, ce serait la guerre dans l'Est. C'est la raison principale. Parce que toutes nos dépenses doivent prioriser maintenant la défense. Et les gens ne vivent pas de défense. Les gens ne mangent pas la défense. Les enfants ne vont pas à l'école parce que nous achetons des armes. Mais nous sommes obligés d'acheter des armes. Nous sommes obligés d'équiper notre armée. Alors que nous aurions pu utiliser ces fonds importants que nous sacrifions maintenant à nous défendre, à d'autres tâches de développement, à des dépenses sociales, à des dépenses d'infrastructure. Nous ne pouvons pas le faire. Voilà la raison principale de la misère qui nous étreint aujourd'hui. Donc, pour pallier à cette situation, il faudrait... Réglons ce problème et vous verrez que, disposant des mêmes ressources, nous pouvons les affecter à résoudre ces problèmes auxquels vous faites légitimement allusion. Où en sommes-nous avec la réduction du train de vie des institutions? S'agit-il d'un slogan ou non, ce n'est pas un slogan. Au moment même où nous parlons, il se tient à l'Assemblée nationale où je siège des séances, depuis hier d'ailleurs, de collectifs budgétaires
on nous a amené un budget remanié de l'État qui tient compte de l'aggravation, de la radicalisation de l'agression rwandaise, pour voir dans quelle mesure nous devons réduire le train de vie des institutions. Il y a des institutions qui ont perdu dans ce budget que nous sommes en train de voter et qui va sortir de l'Assemblée nationale avant ce week-end pour aller au Sénat en deuxième lecture, qui subissent des pertes de 30% de leurs frais de fonctionnement pour pouvoir affecter ces budgets qui sont ainsi économisés aux dépenses de défense nationale. Une question pédagogique, qui est censé décider de la réduction du train de vie des institutions? L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et pourquoi ça tarde? Il n'y en a pas deux. Pourquoi ça tarde? Mais je vous dis que nous sommes en train d'y travailler. Ça a pris du temps quand même. Ah, il fallait que le gouvernement nous amène un projet. Il y a une répartition des tâches. Ce n'est pas nous qui inventons les chiffres. Madame, il y a un gouvernement qui gère le pays, qui a la caisse, qui nous dit j'ai autant. Oh, là, le premier budget que vous avez voté, on avait affecté ça, ça et ça. Nous nous rendons compte qu'avec la radicalisation, qui gère le pays, qui a la caisse, qui nous dit j'ai autant. Oh, là, le premier budget que vous avez voté, on avait affecté ça, ça et ça. Nous nous rendons compte qu'avec la radicalisation de l'agression, nous avons besoin de plus de moyens pour l'armée. C'est pourquoi je vous soumets ce nouveau projet qui réduit le train de vie de l'État et nous l'envoyons au Sénat. Donc nous sommes conscients de l'urgence. Alors, sous le régime actuel, on en assiste à des multiples allégations de détournement de fonds publics impliquant parfois des membres du gouvernement, mais il n'y a pas de sanctions. La justice congolaise demeure-t-elle définitivement malade ou il y a quelque chose d'autre? Qu'il n'y ait pas de sanctions, vous m'étonnez. Un ancien Premier ministre vient d'être condamné à 10 ans de prison par la Cour constitutionnelle et vous dites qu'il n'y a pas de sanction. 10 ans de prison, ce n'est pas une sanction. Maintenant, ils travaillent. La prochaine nuit, ils vont travailler de sorte que vendredi, ils doivent déposer et samedi, nous l'envoyons au Sénat. Donc, nous sommes conscients de l'urgence. Alors, sous le régime actuel, on en assiste à des multiples allégations de détournement de fonds publics impliquant parfois